J'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants qui sont venus ici et qui soutiennent ce projet qui a lieu pour la première année ici à l'IAE et organisé par donc, le Master Management des organisations de la santé. Première question, pour rebondir simplement sur votre témoignage et sur ce que vous venez de dire, vous parliez de l'errance administrative, donc il y a de la vie, du médical et puis l'errance administrative. Et puis c'était une question, c'est une question qu'on aborde souvent. J'ai la chance aussi d'être membre et puis d'être organisateur pour l'AFM Téléthon, pour la partie Béarn et Soule. Donc c'est une question qu'on évoque souvent. Et cette errance administrative, elle provoque aussi parfois une errance individuelle qui est lourde. Et c'était une question que je voulais poser, mais je la vois plus. Notre amie, elle vient de partir. Elle l'avait senti venir, faut croire. Et puis peut-être aussi à Guillaume Monfils et puis aussi à vous au niveau du LCL. Quelles sont les modalités d'accompagnement que vous pouvez mettre en place pour accompagner justement les personnes sur cette errance administrative, tant pour les démarches auprès de la médecine du travail, la MDPH, parce que même s'il y a la MDPH, il y a encore d'autres institutions. Là, on voit, on peut s'adresser à la CCI, puis on peut s'adresser au Conseil général, puis on peut s'adresser à la mairie, on peut s'adresser à des associations. Enfin, vous parliez d'institutions, de mettre en place des institutions, mais est-ce que déjà il y a pas trop d'institutions Voilà, un guichet unique éventuellement. Et comment l'employeur, lui, dans cette démarche d'accompagnement, peut aussi accompagner les personnes qui découvrent, vous l'évoquiez, aussi leur handicap dans le cadre de leur vie professionnelle. Alors, juste, nous, on fonctionne de la manière suivante. On a la chance, et c'est historique à LCL, d'avoir une politique sociale assez développée, et donc on a un service social intégré chez LCL. C'est-à-dire que, par exemple, sur le sud-ouest, je t'ai piqué le micro, sur le sud-ouest, on a effectivement, par exemple, 2 assistantes sociales. Une qui s'occupe du sud de l'Aquitaine, donc là où on est, une autre qui s'occupe, par exemple, de la Gironde et du Limousin d'Ordogne. J'avais pas oublié le Limousin. Et donc, effectivement, elle accompagne les collaborateurs, alors qu'ils soient en situation de handicap ou pas, dans toutes ces démarches administratives dès lors que ça devient un peu compliqué. Donc là, il y a un vrai soutien. Et encore une fois, et je tiens à le dire, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, les résultats qu'on obtient, entre guillemets, en termes de taux d'emploi, en termes d'aménagement de poste, c'est le résultat de ce travail pluridisciplinaire avec le médecin du travail et l'assistante sociale. C'est elle qui détecte beaucoup plus que moi, parce que les gens, c'est normal, je suis pas assistante sociale, vont plus se confier à l'assistante sociale et qui va, elle, déclencher tous ces processus administratifs, qui va leur faciliter la vie, qui va leur remplir le dossier, le remplir avec eux, etc. Ce qui fait que les gens n'auront pas ce frein de se dire, oh là là, si je vais pas me taper tout ce dossier, etc., bon, tant pis, je le fais pas, etc. Donc c'est un vrai plus, hein, avoir un service social de qualité qui marche avec la médecine du travail, donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment de la pluridisciplinarité. J'ai réussi à le dire quand même. Alors c'est quoi la question? Me revoilà, je l'ai pas entendu. Devant cette situation de handicap, et en plus il faut se rajouter toute cette paperasserie, et au bout d'un moment, pour en connaître certains, ils jettent l'éponge et ils préfèrent pas avoir la carte dont vous parliez, monsieur, parce qu'ils reçoivent le papier 77%. Franchement, ça donne envie de mettre le feu à la maison. Oui, on est d'accord, mais c'est l'administration française. Alors, il existe les premières structures qui vont accueillir, hein, c'est ces assistantes sociales de la CPAM, hein, voilà, qui vont vous permettre de vous accompagner sur ce dossier MDPH et vous faire comprendre un petit peu tout le système, qu'est-ce qu'il faut demander, comment on peut le demander, est-ce que c'est judicieux ou pas, hein. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir une RQTH en 2-3 mois, alors que si vous faites, oui, c'est pas mal. J'étais dans une réunion ce matin, en Gironde, c'est 8 mois.
Voilà. Donc on est déjà pas mal. Ils sont submergés de dossiers, c'est aussi une réalité de la part de la MDPH et par rapport aux moyens humains. Donc sur une demande d'RQTH simple, ça va, mais dès qu'il s'agit de demander autre chose, une AH ou une carte d'invalidité, ça va passer par différentes commissions, donc ça va prendre 2 fois plus de temps, c'est aussi une réalité. Donc il existe, la MDPH a quand même un service d'accompagnement, il faut le savoir, hein. Vous avez des soucis, vous souhaitez être accompagné pour ce dossier, ils sont à même aujourd'hui de pouvoir prendre un temps avec vous pour vous expliquer, où moi je conseillerais la première chose, c'est vraiment, puisque souvent c'est dans le cadre d'un arrêt maladie, les assistantes de la CPAM, c'est leur cœur de métier, elles ont l'habitude, elles peuvent vous accompagner vraiment pour vous faciliter et éviter de vous perdre dans ces méandres de l'administration française. Juste pour compléter, nous, ce qu'on a mis en place dans le cadre de l'accord, c'est déjà la possibilité que la personne prenne 2 jours, j'allais dire du temps, pour aller faire toutes ces démarches, ce qui n'est pas évident. Donc déjà, il y a cette possibilité-là dans l'accord. Donc les gens le savent, on les informe. Bon. Et puis deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a considéré qu'on fait confiance et qu'à partir du moment où on a le récépissé de la demande de RQTH, on commence l'aménagement du poste de travail. C'est-à-dire qu'on n'attend pas 3 ou 8 mois d'avoir le papier rose qui dit que la personne est bien RQTH pour mettre en place l'aménagement du poste. On dit dès l'instant où on a le récépissé, on y va. Donc c'est un vrai plus, ça aussi. C'est la personne, tout de suite, on peut enclencher les solutions immédiatement et pas 8 mois après, quoi. Après, pour finir, il existe... Alors, regardez le micro. Il existe le SAMET, je ne sais pas si les personnes connaissent, hein, qui est le service de maintien à l'emploi financé par la GFIP, qui est un service qui existe dans tous les territoires et dans tous les départements, qui permet que lorsqu'on est en emploi et qu'on est salarié et qu'on est confronté à une difficulté particulière et notamment à un handicap, hein, souvent, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de faire appel justement à ce type de... Pas au SAMET, mais voilà, quand les personnes nous appellent par exemple à la chambre de commerce, ce sont des salariés, ils nous ont reconnus, vu qu'on traitait la question du handicap. Moi, je collabore avec ce partenaire spécifiquement qui peut intervenir au sein de l'entreprise, auprès du chef d'entreprise, mais aussi auprès du salarié pour l'accompagner dans cette demande d'RQTH ou de reconnaissance, voilà, pour monter le dossier MDPH. Simplement pour compléter, nous accueillons des jeunes adolescents. Donc vous pensez bien que l'errance administrative, c'est quelque chose qui est... c'est du chinois pour eux. Donc on a en interne, comme je vous l'ai un petit peu décrit, dans le cadre du pôle, des pôles pluridisciplinaires, des éducateurs, des travailleurs sociaux qui sont là effectivement pour préparer nos jeunes aux difficultés administratives qu'ils vont rencontrer. Alors le temps où ils sont chez nous, c'est-à-dire pendant 5-6 ans, les jeunes sont accompagnés pour faire toutes les démarches nécessaires pour disposer de tous les moyens, je dirais, de droit commun, comme un citoyen lambda, d'autant plus que, bon, en plus d'être adolescents, ils ont effectivement, là on parle de déficience, hein, déficience légère, trouble du comportement. On n'est pas dans le handicap physique. Donc peut-être que pour nos jeunes, c'est encore un petit peu plus difficile. Cela étant, les équipes mettent en place tous les moyens de façon à préparer nos jeunes et surtout, puisque nos jeunes, à l'âge de 20 ans, sortent du dispositif, à les préparer à pouvoir être le plus autonome possible et à donner le relais à d'autres équipes qui ensuite vont les soutenir dans toutes ces démarches. Mais elles sont effectivement pas faciles.
Bonjour, Peggy Odino, donc je suis conseillère d'insertion professionnelle et j'ai une question pour vous parce que j'accompagne actuellement une jeune fille qui a une RQTH suite à une dyslexie et elle est dans l'incapacité de passer son permis de conduire. Enfin, le code est une vraie épreuve pour elle. Et vous parliez d'un code spécifique tout à l'heure parce que bon, les organismes de formation doivent s'adapter au handicap. La question est de savoir si l'auto-école s'adapte effectivement. Ça, j'ai un doute là-dessus. Ce sera à vérifier. Mais donc, vous parliez d'un code spécifique, non européen, je crois. Il s'agit de francophone, oui, non francophone. Il s'agit de quoi exactement? Et est-ce qu'elle peut, elle, y avoir accès alors qu'elle est orientée milieu ordinaire? Je ne sais pas. Alors, c'est pas tout à fait une colle. Bon, je vais essayer de vous donner quand même des éléments. Effectivement, nous avons dans le projet de l'établissement, nous avons 2 auto-écoles adaptées, reconnues par la préfecture. De toute façon, il faut être agréé par la préfecture pour être auto-école. Et donc, nos jeunes peuvent passer tout le temps de l'accompagnement où ils sont au CESIPS pour obtenir le code. Certains peut-être vont l'obtenir au bout de 3 fois, d'autres il faudra 10 fois. Et certains même n'auront peut-être jamais le code de la route. Cela étant, effectivement, nous avons... Alors quel est le protocole processus pour pouvoir profiter de cette adaptation au passage du code? Je n'ai pas tous les éléments. Le fait est que, effectivement, nos jeunes qui ont une reconnaissance et qui sont en situation de handicap avec une notification de la MDPH peuvent passer le code version non francophone. Ils ne sont pas en milieu protégé. Donc, bonjour, je voulais intervenir. Je suis Jérémy Olivier, chargé de mission handicap à l'université, puis enseignant-chercheur entre autres. Je voulais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. D'abord, je voulais vous dire que les universités avaient fait de gros progrès. Et Limoges, en avril, enfin 1er avril et 2 avril, 3 avril, organise les rencontres nationales des chargés de mission handicap à l'université de Limoges. Donc, c'est qu'ils doivent bien travailler. C'est vrai qu'en 98-99, il devait y avoir à l'université peut-être 2000 ou 3000 étudiants en situation de handicap. Actuellement, ils sont 16 000. Ce qui représente pas grand-chose en pourcentage. C'est 0,9% des étudiants en situation de handicap, 0,9% de la population globale des étudiants. Et bien sûr, on les retrouve surtout en licence. Il y en a beaucoup moins en master, encore moins en doctorat. Et bien sûr, donc, on ne les retrouve pas dans les écoles d'ingénieurs et on ne les retrouve pas dans les écoles de commerce et les IAE, ou très très peu. Mais ça devrait venir. Quand on regarde à Pau, quand j'ai pris la mission en 2011, à charge de cette mission, il y avait 93 étudiants. On était autour des 0,8% d'étudiants. On est maintenant, en 2015, à plus de 165 étudiants. Donc on est passé à 1,4%. Donc largement au-dessus de la moyenne nationale. Ça s'explique parce qu'on est aussi une université de proximité. Donc petite université de proximité, donc plus facilement accessible aussi. Ça, les étudiants ne peuvent ne pas partir faire 200 km pour aller étudier. Ça s'explique parce qu'on a beaucoup communiqué auprès des lycées, auprès des professionnels des lycées, qui ne connaissent pas, malheureusement, les possibilités d'accompagnement dans les universités. Donc il fallait d'abord communiquer auprès des professionnels de l'éducation nationale. On essaye de le faire auprès des parents, auprès des associations quand on peut. Et on pense que pour le coup, on a assez bien réussi sur le département. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'élèves qui sont accueillis en milieu ordinaire et qui arrivent à atteindre le bac. Et c'est vrai qu'un des messages que je fais passer, moi, quand je vais voir les parents ou les élèves, c'est de leur dire qu'on peut
On n'est pas obligé d'être orienté vers des filières courtes, mais on peut aussi passer le bac et on peut être accompagné à l'université. Il y a des aménagements à mettre en place, des aménagements d'études, des aménagements d'examen. Et je dirais même qu'on est même beaucoup plus, dans les universités, on est même beaucoup plus flexible que dans l'éducation nationale. On a nos propres budgets, généralement, on peut acquérir du matériel beaucoup plus rapidement. On n'est pas obligé de passer par la MDPH. On est indépendant de la MDPH. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Ce que je vais aussi vous dire, c'est à propos de l'insertion professionnelle. C'est une vraie question. Alors, on n'est pas à l'université de Pau, on n'est pas à la pointe. Hein. C'est vraiment pas encore un dossier où j'ai pu me lancer à bras le corps dedans. Mais il y a une vraie difficulté pour les étudiants qui ont des handicaps lourds, hein, où on se rend compte que c'est pas le tout d'avoir une compétence. Ils ont la compétence, ils ont des diplômes de master, voire certains de doctorat. La difficulté, parce que j'ai un exemple en tête d'un étudiant qui était à l'IUT à Mont-de-Marsan et qui était un étudiant sourd profond, donc un handicap, on va dire, visible au niveau de l'entretien en tout cas, et qui a fini 2e de son IUT. Et il est retourné à la fac de Pau 2 ans après, parce que lui n'avait pas trouvé de travail, contrairement à ses camarades. C'est un IUT en informatique, hein. On ne peut pas dire que l'informatique soit en crise. Et il n'arrivait pas à passer en fait le stade du premier entretien. C'était pourtant un étudiant brillant. Je lui ai demandé, mais vous n'êtes pas passé par Cap Emploi? Si, mais Cap Emploi avait son numerus clausus. Il était complet. Et c'est bien le problème, c'est que les Cap Emploi, ils ont un nombre de places qui est défini. Et leur public, principalement, c'est quand même des gens qui ont 40 ans, 30, 40 ans, qui sont en reconversion professionnelle, qui ont eu un handicap acquis. Et là où on a des étudiants qui seraient assez facilement, qui seraient faciles à accompagner, s'ils avaient accès, parce que le tout, c'est pas la compétence qui était mise en cause, c'était finalement le regard de l'employeur vis-à-vis du handicap et la non-connaissance, la non-sensibilisation et la non-connaissance des dispositifs existants. Et là, pour le coup, un simple accompagnement de Cap Emploi aurait pu permettre de lever les obstacles. Et là, on a une vraie difficulté, donc j'en ai parlé avec la MDPH, etc. Mais il y a vraiment quelque chose à inventer sur cette question. Parce que je collabore avec les Cap Emploi, il faut savoir qu'aujourd'hui, Cap Emploi, donc, qui est un service de l'AGFIP, financé pour accompagner des personnes en situation de handicap, ne peut accueillir qu'un pourcentage très faible. Pourquoi ? Tout d'abord, c'est Pôle emploi. De toute manière, on ne peut pas être accompagné par Cap Emploi si on n'est pas inscrit déjà à Pôle emploi. Chaque mois, Pôle emploi, Cap Emploi met un atelier pour recevoir ces personnes qui arrivent en tant que demandeurs d'emploi et pour identifier est-ce que ça va être un accompagnement Pôle emploi ou Cap emploi. Lorsque c'est Cap emploi, c'est justement parce qu'il y a un frein réel du fait de l'handicap. La personne dont vous me parlez, il a un master sur un métier en tension. Il n'a pas de problématique spécifique qui pourrait freiner. Donc forcément, cette personne-là ne va pas être prioritaire. Les prioritaires, c'est ceux vraiment où l'handicap peut avoir une incidence. Vous le dites très bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une moyenne d'âge de quarantaine d'années, 40 à 5 ans, un public qui peut avoir de plus en plus de difficultés suite à des reconversions d'autant plus, parce qu'il démarre, et donc, avec des niveaux de qualification très bas. Voilà, Cap emploi accompagne surtout des niveaux 5 bis. Voilà, il faut le savoir. Donc à partir de là, bon. On sait que dans la situation du jeune homme dont vous me parlez, il n'aurait pas d'accompagnement Cap emploi. C'est le gouvernement, c'est comme ça. C'est 30% à Cap emploi, 70% à Pôle emploi, qui se doit aujourd'hui d'accompagner les personnes en situation de handicap. Il faut savoir que dans chaque Pôle emploi, aujourd'hui, il existe un référent handicap. Ce qui manquait, c'était ce référent handicap qui fasse le lien avec l'entreprise. Mais c'est en train de changer, puisque les pôles emploi sont en train de bouger. Jusqu'à maintenant, on connaissait le conseiller Pôle emploi surtout à l'agence. Il va y avoir des équipes détachées sur le terrain pour aller rencontrer les entreprises, ce qui n'existe plus depuis de nombreuses années. On l'attendait. Aujourd'hui, Pôle emploi a aussi le devoir d'aller prospecter, rencontrer les entreprises. Donc ça y est, ça va être mis en place à partir de cette année. On va avoir des chargés de mission qui n'auront plus de portefeuille de personnes à accompagner, mais qui pourront aller sur le terrain pour faire le lien avec l'entreprise. Pour ces étudiants-là, alors, dans certaines écoles où il y a ce qu'on appelle des CFA,
où il y a la partie apprenti. Moi, je regarde EGC, Kedge, Bachelor, par exemple. Il y existe maintenant un référent handicap. Voilà, comme vous ici, et c'est ces personnes-là avec qui on va faire le lien et qui vont pouvoir faire le lien et sensibiliser les entreprises. Après, de ne pas hésiter à revenir vers des partenaires tels que nous, chargés de mission de la Chambre de commerce, qui faisons ce travail auprès des entreprises. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est dans cette situation, on espère bien que ce soit autrement... Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y a un dispositif à inventer ou à mettre en place, en tout cas pour tous ces étudiants qui vont arriver ou qui arrivent sur le marché du travail. Et ça me fait penser que j'invite le Crédit Lyonnais à venir nous contacter, parce qu'on a pas mal d'étudiants qui sont en droit, en gestion économie, en lettres. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des choses à mettre en place sur des forums à l'université. Voilà. Non, mais les banques, c'est vrai, mais c'est une vraie difficulté pour les banques en général, qui recherchent des personnes. Je vais donner une anecdote. Quand j'ai pris mon poste, la première fois, j'étais avec le collègue que j'ai remplacé à Bayonne. On a été rencontrer un Cap Emploi. Et il me dit, on était dans la voiture, on s'était garé, il me dit, on va se faire engueuler parce que on n'a rien fait du tout, on leur a pas proposé de poste, on n'a rien fait, etc. Bon, on arrive, je dis c'est bien, pour un premier rendez-vous, on se fait engueuler. En plus, bon, enfin, j'y vais, et je me rappelle, le type, très sympa d'ailleurs, me dit, écoutez, excusez-nous, on n'a aucun CV à vous proposer, j'en ai pas eu un seul de l'année à vous proposer. Donc, en définitive, c'est lui qui s'est excusé, parce qu'il nous avait pas donné, il n'avait pas un seul CV à nous donner, et à plus, à l'époque, on était sur du bac, Alors qu'aujourd'hui, on est sur du bac plus 2 en recrutement. Vous voyez, bac plus 2, bac plus 3, licence ou master. À l'époque, on était en bac. Et le gars me dit non, il m'a montré effectivement les personnes qui étaient susceptibles, c'était pour des caissières de supermarché, etc. Donc il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et donc, on recherche du sourcing. Donc, on se verra tout à l'heure devant un verre. Et puis... Sinon, pour répondre à mon collègue sur le guichet unique, à l'université, j'avais essayé avec la MDPH de leur proposer que nous, université, on soit guichet unique pour la MDPH pour toutes les démarches des étudiants. Parce qu'on a pas mal, les étudiants, ils ont 18, 19 ans, 20 ans, c'est pas en général un âge où on s'occupe beaucoup des papiers. La relation handicap est aussi compliquée. Et donc, on voulait faciliter un peu ces démarches auprès de la MDPH. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et donc, on essaye de se rapprocher de la MDPH un peu plus, mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à mettre en place ce guichet unique. Enfin, je termine mon intervention pour vous parler, pour le coup, du maintien dans l'emploi et de la politique à l'université. Donc, les universités sont quand même des entreprises publiques un peu en retard sur les 6%, un peu beaucoup. À l'université de Pau, on a mis en place un partenariat depuis 2-3 ans avec une ergonome qui vient aménager les postes. On passe par les fonds, non pas de la GFIP, qui est pour le privé, mais du FIP-HFP, pour la fonction publique. Donc on met en place des aménagements qui concernent aussi nos doctorants qui ont des contrats doctoraux, donc des contrats de travail en fait. Et puis, il y a une politique modeste, mais qui porte ses fruits d'un recrutement par la voie spécifique handicap, d'un recrutement par an. C'est le seul, pour le coup, c'est un peu la discrimination positive, et c'est la seule voie autorisée dans la loi. Voilà, on peut le faire. Et du coup, on arrive à peu près à 5% en ce qui concerne les personnes, les agents administratifs et techniques. Et la grosse difficulté, c'est chez les enseignants-chercheurs, où on a à peu près 700 personnels et seulement 2 ou 3 personnes. Donc, ce qui fait qu'on a effectivement depuis cette année, ça commence, et l'année prochaine, on aura une contribution au FIP-HFP très très importante à payer. Je vous parlais de la loi de 2005, il existe cette obligation depuis plusieurs années. La loi de 2005, dans le cadre de la formation et l'accès à la formation et des études, je pense, c'est 2005. Aujourd'hui, on n'est qu'en 2014. Voyez, il y aura de plus en plus d'étudiants avec des reconnaissances parce qu'on leur a donné la possibilité. Et je pense que vous aurez de plus en plus de ce type de personnes au sein qui vont pouvoir suivre des études et on sera plus sur les niveaux 5 comme il existe aujourd'hui qui malheureusement étaient freinés dans cette scolarité. Et dans 15 ans, c'était en 2005, 15-20 ans, on va avoir les premiers étudiants.
qui auront pu suivre une scolarité dans les meilleures conditions possibles et pouvoir aller au-delà et passer des masters, c'est ce qu'on souhaite voilà, dans les années à venir. Alors, comme le temps passe assez vite finalement, soit il y a une dernière question à laquelle on peut s'efforcer d'apporter une réponse assez synthétique. Voilà, donc on va prendre votre question. Ensuite, je vous proposerai bien sûr de continuer la discussion, les échanges autour de quelques victuailles qui ont dû arriver, si j'ai bien compris, qui sont là. De manière à prolonger la discussion si besoin. J'en profite pour proposer peut-être à Monsieur Bonfils de nous adresser par courrier électronique, d'adresser aux étudiants le fichier qui correspond à son... Bon, ok.